Donc ce n'est pas simplement de la connectivité à des fins de loisirs, de YouTube ou de chats qui font des sauts en arrière, mais la connectivité comme un outil, un instrument qui va promouvoir le développement économique, l'éducation et d'une certaine façon qui peut qui va compenser l'absence d'infrastructures dans certains de ces pays pauvres et dans ces zones déshéritées du monde. Merci, Monsieur le Président. Vous avez mentionné le Kenya et la banque mobile. Peut-être savez-vous que Orange est peut-être une entreprise très active en Afrique. En Afrique. Et je voudrais vous poser une question sur l'Afrique. L'Afrique est certainement le continent où les défis du siècle se tiennent, la démographie, la croissance économique, la sécurité. Quelles sont vos vues sur le futur de l'Afrique et pensez-vous que la connectivité globale mondiale pourrait être un contributeur? La bonne nouvelle à propos de l'Afrique, c'est que il y a des tas d'exemples de vrais progrès dans ce continent, sur ce continent, pardon. Certaines des économies avec le plus haut taux de croissance, le plus rapide, se situent en Afrique. On a vu un certain nombre de pays avancer vers la démocratie en Afrique, des pays qui semblaient totalement désespérés auparavant. Il y a des talents extraordinaires et une vitalité dans la jeunesse africaine. Et lorsque l'on parle à des jeunes gens dans des pays, dans toute l'Afrique, ils s'intéressent moins aux formules traditionnels que des pays anciens, des anciens pays qui leur donnent de l'air et eux qui reçoivent l'aide, mais ils s'intéressent plus au commerce, à l'entrepreneuriat et à la création de modèles de développement durable. Ils ont moins de tolérance pour la corruption et la bureaucratie gouvernementale. Et donc, je pense qu'il y a des promesses énormes. Les défis qui existent en Afrique restent la gouvernance. Cela reste le grand problème. Trop de gouvernements sont malheureusement ne sont pas à l'écoute de leur peuple. Les leaders restent au pouvoir trop longtemps. Il y a trop d'argent qui est détourné sur des comptes bancaires en Suisse ou ailleurs. Et je crois que c'est encore trop souvent, les gens doivent payer des pots de vin pour ouvrir un commerce ou une affaire ou avoir une place à l'école. Et l'une des choses que j'ai faites en tant que président, c'est qu'on nous avons mis en place un programme pour les jeunes dirigeants africains dans lequel nous prenons 500 puis 1000 jeunes leaders dans tous les domaines. Les amenons aux États-Unis. Nous les mettons en partenariat avec des organisations qui font déjà le travail qui les intéresse. Si c'est du journalisme, on va les mettre au New York Times. Si ça intéresse un travail sur l'énergie propre, on va les mettre en contact avec une entreprise aux États-Unis. Et ils auront un plan de travail pour voir comment ils vont mettre en œuvre une espèce de simulation de leur vision chez eux, dans leur pays. Puis ensuite, on les renvoie chez eux. On l'a fait pendant 5 ans. Ce n'était pas simplement les leaders que l'on a amenés, mais les gens qui ont postulé, croyez-moi. On ne pouvait pas faire venir tout le monde, c'était impossible. Je crois que la première année, pour 500, on a eu, je crois, dans les 50 000 demandes. Mais on est resté en contact avec ces gens et on fait des formations en ligne et on leur apporte du soutien, des ressources. Et avec le temps, nous avons mis en place de 500 000 jeunes leaders d'Afrique multiprofessionnels qui sont en interaction avec nous. Ils sont toujours là. Et la meilleure partie, c'est que non seulement ils ont appris de nous, mais ils ont commencé à apprendre les uns des autres. Si une jeune femme qui a mis, par exemple, un dispensaire au Nigeria, elle peut maintenant enseigner à une jeune femme qui essaie de faire la même chose en Tanzanie, par exemple, comment faire en sorte que ça marche. Et je pense que la clé maintenant pour l'Afrique, c'est
de pouvoir investir dans les gens et les jeunes leaders qui peuvent organiser des communautés pour travailler de façon efficiente. Parce que les problèmes en Afrique, et ça c'est vrai au fait en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans le monde entier, la plupart de nos problèmes ne sont pas des problèmes techniques par nature. Je peux vous dire comment augmenter la production agricole en Afrique d'un facteur de 4. Mais peu importe la graine dont on dispose, la semence dont on dispose, le programme d'irrigation qui existe, s'il y a une guerre en cours, s'il y a un conflit, alors la productivité n'augmentera pas. Les problèmes sont liés aux interactions humaines et aux dynamiques et aux politiques des sociétés. Donc, si l'on peut former plus de leaders à être plus efficaces et à travailler ensemble, nous pourrons mettre en œuvre le programme qui sont nécessaires pour que l'Afrique réussisse. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Maybe a question about Europe. Peut-être une question sur l'Europe. Pourquoi pas? On est en Europe, parlons de l'Europe. L'Europe traverse une période difficile avec des mouvements séparatistes, en Catalogne, en Écosse, sans parler du Brexit. Quel est le rôle que vous voyez pour l'Europe entre les deux superpuissances de l'Europe et de la Chine? L'Europe est vitale. J'ai toujours dit, lorsque j'étais... les gens me demandent qu'est-ce qui m'étonne le plus lorsque j'étais président. Et j'ai dit, je pense que ce que je n'ai pas vraiment réalisé, c'était le niveau... toutes les institutions que j'ai mentionnées dans mon propos préliminaire, c'est que l'ordre international fondamental, toutes les institutions, nous, en partenariat avec l'Europe, nous avons élaboré beaucoup de ces structures, mis en œuvre beaucoup de ces structures dans les réunions du G20 aux Nations Unies. Lorsqu'il y a une crise qui se produit, tant que la crise du virus Ebola, ou un secours suite à une catastrophe naturelle, lorsqu'on doit attaquer des réseaux de terroristes tels qu'en Afghanistan, après le 11 septembre. Les États-Unis ne peuvent pas fonctionner isolés. Et donc c'est là où ils ont besoin d'un partenaire puissant tel que l'Europe. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens tels que Angela Merkel en Allemagne, David Cameron en Grande-Bretagne, et bien sûr Monsieur le Président Sarkozy et le Président Hollande en France. Bien sûr, sur beaucoup de questions internationales, et nous étions partenaires pour faire avancer ces questions, et pour nos intérêts, pas seulement nos propres intérêts, mais les intérêts du monde. Donc, je suis frustré parfois lorsque des gens considèrent qu'il est établi que le projet européen est terminé. C'est remarquable, j'en conviens. C'est un continent où il y a 80 ans, 60 ans, ce continent était ravagé par la guerre. Et le monde a été entraîné dans ce chaos. Et pendant toute ma vie, c'est un continent qui n'a vu que la paix et la prospérité et une amélioration du niveau de vie, donc quelque chose de jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude légitime et de crainte, certes. Je crains par exemple que l'Union européenne, je pense que l'Union européenne doit bien comprendre que essayer de micro-gérer tous les aspects de l'existence des citoyens européens énerve les gens, frustre les gens, qu'il faut qu'il y ait une certaine compréhension, il faut qu'il y ait un contrôle local et une responsabilité locale lorsque les gens vont voter pour leurs élus. Ces élus sont
représentatif et réactif plutôt que de devoir rapporter à Bruxelles et revenir avec des consensus de 27 pays sur chaque détail de l'existence. Donc je pense qu'il y a certainement des améliorations, du nettoyage, je dirais, à faire un petit peu dans cette Union européenne. Mais certainement, le projet de l'Union européenne lui-même, l'Union européenne elle-même, c'est quelque chose qui doit être préservé. Et je suis convaincu que ce sera le cas. Comme je vous ai dit, la clé, c'est d'être certain que, tout d'abord, l'ordre économique qui a été créé ne néglige pas ceux qui se sentent laissés en arrière-plan. Et dans beaucoup de pays d'économie avancée, la stagnation des salaires, après la crise financière notamment, je pense que l'Europe n'a pas réagi aussi rapidement qu'elle aurait dû. Elle a pris beaucoup plus de temps pour récupérer que nous l'avons fait aux États-Unis, parce que bien sûr, nous avons été un peu plus audacieux. Honnêtement, ceci avait à voir avec les difficultés de la zone euro à l'époque, et j'en conviens, et les disparités entre, disons, une économie grecque et une économie allemande, j'en conviens. Mais si l'Europe peut s'assurer que l'employé qui n'a pas nécessairement étudié à la Sorbonne, qui n'a pas travaillé pour le Parlement européen, mais qui est quelqu'un qui travaille dur tous les jours, qui est prêt à travailler dur tous les jours pour faire vivre sa famille, si il ou elle a le sentiment que l'Europe fait attention à ses besoins, et s'ils ont le sentiment qu'ils ont encore des identités nationales qu'ils peuvent associer à l'identité européenne, je pense que tout ira bien. Mais je pense qu'encore une fois, je pense que souvent les leaders européens sont un peu timides dans la défense du projet européen et la défense de leur démocratie, et devant les défis auxquels l'extérieur et l'intérieur les confrontent. Monsieur le Président, nous les appelons les GAFA, les 5 entreprises certainement les plus puissantes du monde actuellement. Elles combinent près de 3 trillions de dollars en bourse, ce qui est plus que le PIB de ce pays, par exemple. Silicon Valley types, hein? Donc tous mes amis de Facebook, Amazon, voilà, c'est ceux-là dont vous parlez. Je n'ai jamais entendu cette phrase avant. Google, Amazon, Facebook, Amazon et Microsoft. Les GAFA. On les met en 5 parce qu'il y en a plus, mais bon. Ma question est la suivante. Ils sont des entreprises extrêmement performantes, innovantes, créatrices. Elles, bien sûr, elles contribuent énormément à l'économie numérique telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais que pensez-vous des conséquences de cette domination et de ce que cela pourrait représenter dans le futur, d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue politique pour les États-Unis? Chaque fois que l'on est confronté à des entreprises dont la taille, l'étendue et le pouvoir de celles que vous venez de mentionner, dès qu'on est confronté à ce type d'entreprise, la société dans son ensemble doit bien comprendre quels en sont les effets. Il est important d'insister sur le fait que si vous examiniez qui va contrôler ces espaces numériques dans les 10 années à venir, par exemple, il faudra inclure Alibaba en Chine, parce que j'arrive de Chine, et croyez-moi, ils ont beaucoup de clients. Et ils se comportent très bien, vous savez. Mais la réponse, oui, je pense que nous devons véritablement être attentifs à leur effet, même si, bien sûr, ils sont différents dans leurs effets. Il faut faire attention également. Facebook, par exemple,
Je m'inquiète parce qu'aux États-Unis, cela devient la plateforme principale par laquelle les nouvelles sont transmises et reçues par les gens. Et donc, je sais que je connais bien Mark Zuckerberg. C'est une personne extraordinaire. Il a une véritable inquiétude authentique sur le rôle de Facebook et il veut encourager une communauté démocratique libérale, mais à l'heure actuelle, le processus des algorithmes et ces procédés qui sont en place et les mécanismes par le biais desquels les nouvelles sont distribuées dans Facebook renforcent les problèmes dont j'ai parlé précédemment, à savoir que si vous êtes un conservateur, vous n'allez avoir que les nouvelles qui vous concernent. Et si donc vous êtes soumis à des formes de propagande. Donc, si vous êtes à gauche, extrême gauche, vous ne recevez qu'un type d'information, de nouvelles qui renforcent encore une fois votre biais de perception. Et pour moi, c'est une inquiétude démocratique à avoir. Avec Amazon, le défi procède de l'impact de l'e-commerce sur les magasins physiques. Et ce que l'on voit avec Amazon, qui représente ce qui s'est produit Walmart et les grands magasins boîtes qui ont eu un impact disruptif sur les petits commerces et les petites activités dans les villes, dans toute l'Amérique. Et même, d'un seul coup, ils ne pouvaient plus être en concurrence avec ces monstres. Donc, Walmart, lui, n'arrive plus à être en concurrence avec Amazon, qui est encore plus efficace. Et donc, et qui peut faire chuter les prix et de façon encore plus puissante. Donc, chaque entreprise représente des inquiétudes différentes ou soulève des questions différentes. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est définir des principes qui nous permettent de bénéficier de l'efficience de ces entités économiques, tout en préservant les possibilités de la concurrence d'abord. Nous devons être en mesure de traiter quelques-uns des aspects des externalités ou des conséquences négatives de ces éléments. Je pense néanmoins que la chose intéressante, c'est que d'une certaine façon, ici en Europe, les gens font plus attention aux éléments négatifs parce que je pense que ce sont des entreprises américaines, probablement d'une part. Et soyons honnêtes, il y a eu un élément de compétition, de concurrence là. Je suis certain que si Facebook était français, les gens peut-être trouveraient ça très bien sur ce qu'il fait. Bon, mais donc il y a certainement un peu un aspect protectionniste, un élément protectionniste dans la façon dont l'Europe a répondu aux éléments de Silicon Valley. Mais je pense objectivement qu'il y a des inquiétudes qui doivent faire. Il y a des questions qu'il faut vraiment examiner. Aux États-Unis, en fait, dans le passé, ces questions ont été traitées par les lois antitrust, par exemple, aux États-Unis. Et la façon dont les lois antitrust se sont développées aux États-Unis, le danger du monopole, des monopoles par exemple, ou des oligopoles par exemple, se sont révélés, ont été prouvés par un comportement anticompétitif. Google, Facebook, etc. Bien sûr, ils donnent des consommateurs des services très bon marché. Même chose avec Amazon. Et donc, la nature même des problèmes sont moins en lien avec les monopoles qui font monter les prix pour les consommateurs, mais c'est plus avec le potentiel d'effet de distorsion de ces dominations commerciales et de ces dominances commerciales et comment on va voir comment on reçoit des biens ou comment on reçoit de l'information, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment retravailler sur ces théories. C'est quelque chose qui, me semble-t-il, nous verrons plus aux États-Unis et dans le monde entier également, un examen dans les années à venir. Dernière question, Monsieur le Président. Vous étiez et vous êtes certainement l'un des leaders les plus représentatifs et les plus appréciés au monde. Selon vous, qu'est-ce qui est nécessaire pour les leaders de demain? Vous savez, la chose intéressante sur la position de leader, de dirigeant, c'est que différents dirigeants, différents leaders ont différentes qualités.
J'étais en Inde et j'ai vu le Dalai Lama. J'ai rencontré le Dalai Lama, qui est un ami. Il a 80 ans. Il ne lève jamais la voix. Il rit beaucoup. Mais lorsque vous l'écoutez, vous avez le sentiment d'être en présence d'un homme extrêmement sage. Il y a des dirigeants qui peuvent motiver les gens par l'exemplarité plus que par le mot. Il y a des leaders dans des communautés locales qui ont, en raison de leur passion pour leur électorat ou certaines questions, peuvent vraiment avoir un grand impact. Il n'y a pas un modèle, un type spécifique de leader dont nous avons besoin dans le futur, mais je dirais certainement qu'il y a un certain nombre de qualités qui, selon moi, j'en suis venu à apprécier plus. La première, pour moi, la première qualité, c'est la capacité à donner la capacité de faire à d'autres. Donc, avoir assez confiance pour faire confiance aux autres et donner des missions aux autres. Donc, un effet de capacitation des autres. Donc, plutôt que de penser simplement comment est-ce que je... Donc la question c'est comment je vais faire que les gens autour de moi soient mieux, comment je vais leur donner plus de pouvoir, comment est-ce que je vais mettre une équipe ensemble où les gens vont travailler ensemble. Donc c'est ça qui me semble important. Pour moi, c'est une qualité fondamentale. Et ceci m'apporte à croire, me convainc de l'importance de la focalisation sur les femmes et la responsabilité des femmes au pouvoir, parce que les hommes semblent avoir quelques problèmes aujourd'hui. Je ne veux pas généraliser, mais je dirais que les femmes semblent avoir cette belle grande capacité, meilleure capacité que les hommes parfois, en raison notamment d'une capacité de socialisation. On sait que chaque organisation qui a des femmes en position de pouvoir et d'autorité dans les conseils d'administration et dans toute la chaîne d'administration, ces organisations se comportent mieux que celles qui n'ont pas de femmes en leur sein. Et l'autre qualité qui, selon moi, sera nécessaire, très nécessaire aujourd'hui, c'est des dirigeants qui sont en mesure de trouver les éléments communs, les points communs entre les gens et qui peuvent mettre en œuvre l'empathie et se mettre dans les chaussures des autres, si j'ose dire. Parce que beaucoup des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui vont en fait, comment obtenir la coopération des gens qui n'ont pas le même aspect, qui ne viennent pas de la même origine, qui ne prient pas le même Dieu, et pour cela, je pense que le travail d'un dirigeant, d'un vrai leader, est de trouver les points communs qui font que les gens vont être capables d'articuler tous ces ensembles et de travailler ensemble. Et le dernier point, je pense, dont un leader a besoin, c'est la vision à long terme. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont difficiles, j'en conviens, mais ils ne seront pas résolus en une journée, une semaine ou un mois. Il faut de la vision. Et il y a certainement du découragement, des échecs, j'en conviens, mais avoir un sens de la vision du long terme.
d'être capable de maintenir la confiance et l'espoir pour le futur, un cap, tout en travaillant au fur et à mesure, en avançant à la résolution des problèmes. Je pense que c'est quelque chose de très de valeur. Souvent, je cite le docteur Martin Luther King, qui a dit que la courbe de l'univers est longue, mais elle se courbe vers la justice. Parfois, on ne peut pas voir au-delà de l'horizon que ça avance et que l'on va dans une meilleure direction. Mais il faut avoir confiance et il faut être prêt à travailler pour aller vers cette justice. Et croyez-moi, c'est une qualité difficile pour les jeunes gens parce qu'ils sont impatients par nature. C'est bien qu'ils soient impatients parce qu'ils vont pousser. Ceux d'entre nous qui sont peut-être qui ne peuvent plus prétendre à la jeunesse, donc pour faire et continuer à avancer le progrès. Monsieur le Président, c'était un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je pense que le public est tout aussi reconnaissant que je le suis pour votre vision, vos mots. Nous vous souhaitons tous nos souhaits pour la vision de la Fondation Obama. Merci à tous et merci de votre accueil.